J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut les fans de fiction et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauce Fiction, le podcast qui dévore la SF à toutes les sauces. Vous écoutez et vous regardez l'épisode 14 aujourd'hui et nous allons parler de l'espace et du temps. Grand sujet dans le domaine de la science-fiction que nous allons aborder à travers l'œuvre de science-fiction de l'écrivain Poul Anderson et de son livre Tau Zéro. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment une simple promenade dans un parc peut ressembler d'une certaine manière à un voyage à travers l'immensité de l'univers? Laissez-moi vous expliquer. Imaginez, vous êtes là, marchant tranquillement, observant les saisons qui changent subtilement les couleurs des feuilles des arbres, les ombres qui s'allongent au fur et à mesure que le soleil se déplace également. Chaque pas que vous faites est une transition pas si différente de celle des explorateurs du vaisseau Leonora Christina, du récit dont je parle aujourd'hui, qui ont entrepris un voyage aussi simple qu'une promenade dans un parc, mais qui semble se prolonger dans le temps et l'espace. Leur promenade va en s'accélérant vers les étoiles les plus lointaines de notre univers, alors que nous, dans notre parc, notre vitesse est celle de notre marche sur le sol, et elle est modulable par notre simple volonté. Ici, dans notre parc, le temps s'écoule en minutes qui s'échappent au rythme des secondes qui passent. Dans Tau Zéro, le vaisseau, qui est un parc pour nos explorateurs de l'espace, voyage à des vitesses si extrêmes, si incontrôlables, que le temps à l'extérieur s'écoule à des millions d'années par seconde. Ce parallèle, aussi inattendu soit-il, nous révèle que notre propre expérience du temps et de l'espace n'est pas perçue de la même manière que nous soyons sur Terre, dans un parc, ou dans l'espace, à bord du Leonora Christina. Dans nos vies quotidiennes, nous ne voyons pas le temps filer à la vitesse de la lumière, vous êtes d'accord? Mais il s'échappe tout de même entre un rendez-vous ou un autre, et un sourire échangé avec quelqu'un dans la rue, ou un au revoir à un ami. Tout comme l'équipage du vaisseau, nous voyageons à travers notre propre univers, notre propre temporalité, jalonnant notre chemin avec des souvenirs, en observant les changements imperceptibles autour de nous et parfois en souhaitant pouvoir ralentir ce temps qui nous emporte vers un futur incertain. En marchant dans ce parc, à notre vitesse humaine, nous vivons une sorte d'écho dans le voyage interstellaire, une métaphore de notre propre relation avec le temps qui passe et l'espace qui change autour de nous. Cette connexion nous permet d'apprécier chaque moment avec intensité, conscient de la valeur que chaque seconde d'une vie, tout comme le sont conscients les passagers du Leonora Christina, témoins des années qui défilent à travers le hublot de leur vaisseau spatial. Un vaisseau qui est conçu pour atteindre les étoiles les plus lointaines. Il porte en son sein un équipage de courageux scientifiques et explorateurs qui cherchent à comprendre les mystères de l'univers. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que devait être leur mission, une mission de colonisation qui va se transformer rapidement en une odyssée hors du commun. Parce que suite à un incident, le système de ralentissement du vaisseau est totalement endommagé, laissant l'équipage incapable de stopper l'accélération constante de leur engin spatial. Et là, on ne peut qu'imaginer l'horreur, mais aussi l'excitation de leur situation. À mesure que le vaisseau accélère, le temps à l'extérieur passe à une vitesse vertigineuse. Des galaxies naissent et meurent en un clin d'œil, des étoiles explosent et des systèmes solaires entiers sont engloutis par des trous noirs. L'équipage, piégé à bord, devient témoin d'une histoire cosmique qui s'étend sur des milliards et des milliards d'années. Ce qui frappe immédiatement dans Tau Zéro, c'est cette capacité qu'a Anderson de mêler la rigueur scientifique à des théories comme celle de la relativité, mais aussi à un drame humain poignant. Nous sommes ici dans une œuvre de hard fiction, un genre de science-fiction dans lequel les technologies, les sociétés et leurs évolutions, telles qu'elles sont décrites dans le roman, peuvent être considérées comme vraisemblables au regard de l'état des connaissances scientifiques au moment où l'auteur a écrit son récit. Donc, chaque membre de l'équipage doit faire face non seulement à la perspective de ne jamais retourner sur Terre, mais aussi à la solitude infinie et à l'isolement de savoir que même s'ils survivaient à cette aventure, toute civilisation qu'ils auraient connue aurait cessé totalement d'exister depuis très très longtemps.
Ce roman nous pousse à réfléchir sur notre propre existence, instant éphémère que nous pensons être éternel. Cela me rappelle d'ailleurs une soirée passée à observer les étoiles lorsque j'étais enfant, où je me demandais si nous étions seuls dans l'univers. Encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai des rêves, les miens, qui comblent les trous de mon ignorance à ce sujet. Théodore de Banville, dans Les Exilés, a exprimé ce sentiment d'une manière qui me convient parfaitement. Je prendrai les meilleurs des instants éphémères que doit durer ici ton corps matériel, et tu fuiras en vain les angoisses amères. Taux zéro amplifie cette question à l'échelle cosmique. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace? Et dans ce grand tout, qu'est-ce que l'humanité représente? Mais on peut déjà commencer par le temps. Ben oui, qu'est-ce que le temps, vraiment? La notion du temps, cette dimension invisible et pourtant si présente dans notre vie, où elle joue un rôle central, est aussi au cœur du roman Taux zéro. Dans le livre, le vaisseau Leonora Christina est conçu pour approcher la vitesse de la lumière. À cette vitesse vertigineuse, le temps à bord du vaisseau ne s'écoule pas au même rythme que pour le reste de l'univers. C'est là une illustration fascinante de la dilatation du temps, prédite par la théorie de la relativité d'Einstein. Pour les voyageurs, quelques années peuvent équivaloir à des millénaires passés ailleurs dans l'univers. Cette exploration du temps est quelque chose de récurrent dans la SF et on la retrouve aussi, par exemple, dans Interstellar de Christopher Nolan, où les personnages font l'expérience de la relativité du temps en approchant d'un trou noir, chaque heure équivalent à 7 années terrestres. On peut quand même se demander si la perception du voyageur est altérée à ce moment-là, ou s'il ne ressent aucune différence entre son temps et notre temps. Dans La machine à explorer le temps de H.G. Wells, le voyageur, quant à lui, traverse des siècles en quelques minutes, mais il observe de façon directe les changements qui se produisent sur Terre, mais aussi les changements qui se produisent chez ses habitants. D'ailleurs, la première fois que j'ai lu Taux zéro, j'ai été frappé par la solitude poignante de l'équipage, isolé non seulement par l'espace, mais surtout par le temps, comme le voyageur de la machine à voyager dans le temps. Cela m'a fait réfléchir à notre perception du temps, comment nous le mesurons en jours, en heures, mais combien il peut sembler élastique lorsqu'on attend quelque chose avec impatience ou lorsqu'on revit un souvenir agréable ou désagréable. Je me suis toujours demandé comment tous ces personnages de fiction, de tous les récits que j'ai pu lire jusqu'à présent, lorsqu'ils voyagent dans le temps, ressentent physiquement ce déplacement temporel. C'est intriguant et j'aimerais un jour pouvoir l'expérimenter, rien que pour éprouver cette sensation et la comprendre. Je pense sincèrement que certains livres de SF me paraîtraient alors totalement nouveaux si je pouvais expérimenter ce genre de défi. En tout cas, dans notre vie quotidienne, le temps semble une constante immuable, mais la physique quantique et la relativité nous montrent pourtant qu'il est tout sauf cela. Le temps peut être une rivière qui coule à des vitesses différentes selon où et comment il se déplace. Taux zéro nous pousse à réfléchir à ce concept dans un cadre extrême où les personnages vivent pratiquement hors du temps, spectateurs de l'histoire cosmique qui se déroule malgré eux. Une chose qui se déroule également malgré nous, eh bien, c'est ce podcast. Rejoignez-moi pour discuter dans les commentaires de cette œuvre de Poul Anderson, de son auteur, de son impact sur la science-fiction et de ce qu'elle peut nous enseigner sur notre propre destinée dans ce vaste univers. Je vous invite donc à vous abonner, à laisser un commentaire et partager ensemble cette aventure au cœur de la lumière et du temps. Mais je vous parle d'un livre dont le titre est Taux zéro. Et j'y pense tout d'un coup, vous ne connaissez peut-être pas son auteur, Poul Anderson, l'esprit derrière Taux zéro. Né en 1926 à Bristol, en Pennsylvanie, il est décédé en 2001 en Californie, Anderson, d'origine scandinave, a marqué le monde de la science-fiction par ses récits qui allient des concepts scientifiques poussés et des trames narratives profondément humaines. Diplômé en physique, son approche de la science-fiction n'est pas seulement imaginative, mais aussi techniquement plausible, ce qui donne tout de suite à ses récits un poids de réalité qui interpelle n'importe quel lecteur. D'ailleurs, son travail a été distingué par de nombreux prix. Le prix Nebula, qui consacre l'œuvre de SF la plus novatrice, le prix Hugo,
le prix Locus, qui est un prix des lecteurs du magazine de science-fiction du même nom, le Prometheus et le British Fantasy. Dans Tau Zéro, c'est cette rigueur et cette qualité d'écriture qui est palpable. Le livre, fondé sur le principe de la dilatation du temps, prédite par la relativité restreinte d'Einstein, explore ce que pourrait être un voyage interstellaire presque à la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas simplement un exposé de concepts scientifiques. Je sais qu'on est dans de la hard SF, mais en fait, c'est plutôt une exploration de la résilience humaine face à l'inconnu et à l'adversité. Poul Anderson a été profondément influencé par les grands noms de la science-fiction, comme à chaque fois et pour tous les auteurs de SF, tels que H.G. Wells, Robert Heinlein, mais aussi par la littérature plus traditionnelle et les sagas nordiques, puisqu'il est d'origine scandinave, ce qui se ressent dans la richesse des contextes et des structures narratives de ses œuvres. D'ailleurs, Tau Zéro commence au Millesgarden Museum à Stockholm, en Suède, et c'est cette diversité d'influences qui aide aussi à construire des mondes où la technologie ne se contente pas d'exister, elle challenge et redéfinit continuellement les limites de ce que ces personnages peuvent comprendre et surmonter, mais aussi les limites de l'environnement où ces technologies évoluent. Le contexte historique et personnel dans lequel Anderson a écrit Tau Zéro reflète bien évidemment les tensions et les espoirs de l'époque de la guerre froide et de la course à l'espace. Le roman a été publié pour la première fois en 1970, ça ne nous rajeunit pas. L'optimisme technologique de l'époque se mêle déjà aux peurs d'anéantissement nucléaire et à la fascination pour le cosmos, des sentiments qui imprègnent complètement le récit. À travers Tau Zéro, Anderson ne se contente pas alors de poser des questions sur l'avenir de l'humanité dans l'espace, il interroge aussi notre capacité à maintenir notre humanité face à l'immensité écrasante de l'univers. Le voyage de l'équipage, le Leonora Christina, avec ses espoirs de colonisation d'un nouveau monde et ses tragédies inévitables à venir, devient une métaphore de notre propre voyage à travers la vie, nous poussant à réfléchir sur notre place dans le cosmos et sur le temps lui-même, à comprendre un peu mieux notre promenade dans le parc de la vie. C'est cette capacité à entrelacer les aspects techniques de la science-fiction avec des technologies profondes sur la condition humaine qui fait que Poul Anderson, un auteur remarquable, et de Tau Zéro, une œuvre qui résonne encore aujourd'hui avec ses lecteurs, explore non seulement l'espace, mais aussi les profondeurs de l'âme humaine. Si vous avez envie de vous laisser tenter par la lecture de cet excellent livre, vous trouverez le lien en description qui vous permet de le découvrir. Mais il faut savoir qu'en lisant ce roman, vous allez aussi voir apparaître un certain nombre de symboles et de motifs récurrents qui tissent la toile de fond de cette épopée, et examiner les innovations scientifiques qui non seulement structurent le récit, mais évoquent aussi des réflexions sur notre propre futur technologique. Déjà dans Tau Zéro, le vaisseau spatial Leonora Christina n'est pas simplement une navette, il porte également en lui un symbole puissant, celui de l'isolement humain et de notre quête insatiable de connaissances. Parce qu'à mesure que l'équipage s'avance dans l'inconnu à son bord, chaque étoile, chaque galaxie traversée symbolise les aspirations humaines, mais aussi les profondes incertitudes de notre existence. L'accélération continue du vaisseau, qui se fait grâce à sa propulsion Bussard, du nom de son inventeur, qui va dysfonctionner, devient une métaphore de notre propre course contre le temps, dans une ère où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, souvent sans que nous puissions en contrôler toutes les conséquences. Entre parenthèses, la propulsion Bussard, ou aussi appelée moteur Bussard, est un concept de propulsion théorique imaginé par le physicien Robert Bussard en 1960. Ce système, aussi connu sous le nom de collecteur Bussard, a un principe assez simple à comprendre pour les initiés, bien sûr, puisqu'il aspire l'hydrogène interstellaire à l'aide d'un immense champ magnétique pour le fusionner en hélium, libérant ainsi une énergie considérable qui va propulser le vaisseau à des vitesses proches de celles de la lumière. Dans la réalité, bien que la propulsion Bussard soit séduisante pour les voyages interstellaires en raison de sa capacité à utiliser le carburant disponible dans l'espace lui-même, elle reste encore très spéculative, parce que les défis techniques, comme par exemple la création de cet énorme champ magnétique, un champ suffisamment puissant pour collecter l'hydrogène et atteindre des efficacités de fusion nécessaires, eh bien, ces défis sont immenses,
Actuellement, je crois d'ailleurs qu'aucun projet n'existe pour réaliser un tel moteur, mais il continue d'inspirer les chercheurs intéressés par la conquête de l'espace lointain. Un autre motif central dans le récit est celui de la dilatation temporelle, un phénomène qui distord la perception du temps pour l'équipage par rapport à celui de l'univers extérieur. Ce motif enrichit la trame narrative d'une profondeur philosophique, questionne la relativité de notre expérience du temps et par extension de nos vies. Chaque moment du récit, chaque page du livre souligne cette fugacité et la préciosité de l'existence comme un rappel poignant de notre propre mortalité. Poul Anderson n'a pas seulement écrit une histoire, il a intégré des concepts scientifiques avancés qui reflètent un avenir potentiellement plausible, notre avenir. Anderson a imaginé la gestion des conséquences d'une vitesse extrême, notamment les effets sur la matière et l'énergie face au temps lui-même, qu'il a traité avec une précision qui défie l'imagination, tout en restant ancré dans des théories scientifiques bien établies. Anderson explore ici non seulement la frontière de ce qui est technologiquement possible, mais aussi les implications éthiques et pratiques de telles avancées. En définitive, Tau Zéro n'est pas seulement une œuvre de science-fiction, c'est une représentation de nos aspirations et de nos inquiétudes face à l'inconnu. Par ses motifs et ses innovations scientifiques, le livre nous pousse à envisager l'avenir de l'humanité, non seulement à travers le prisme de ce que nous pouvons faire, mais aussi de ce que nous devrions faire. Et c'est ça que l'on découvre dans le vaste univers de la science-fiction. On aime être surpris, pris au dépourvu, mais aussi transporté dans un futur possible grâce à des récits de hard SF comme celui-ci. Tau Zéro se démarque d'ailleurs comme une exploration captivante des implications de la réalité et du voyage interstellaire. Le livre nous conduit à travers des aventures centrées sur l'équipage du vaisseau spatial Leonora Christina, mais ces aventures ne sont pas pour autant ennuyeuses. Elles nous subjuguent parce qu'elles sont plausiblement réelles. Pris dans une quête à la fois contre le temps et les lois de la physique, ce périple, qui manipule les dimensions temporelles à l'extrême, ouvre alors une fenêtre fascinante sur des défis émotionnels et techniques de l'exploration spatiale que nous pouvons vivre aujourd'hui dans notre réalité. Comment des femmes et des hommes propulsés dans l'espace vont pouvoir tenir le coup dans une boîte de conserve sous pression? Je ne peux que penser à nos futurs voyages vers Mars, souvent fantasmés dans les récits de science-fiction et les projections futuristes, mais qui est un projet qui soulève de réelles difficultés techniques aujourd'hui, chez nous, dans notre réalité, touchant à la fois aux aspects technologiques, physiques, psychologiques et sociaux. Et il faut prendre conscience que ce périple va s'étendre sur des mois, voire des années, ce qui mettra les astronautes face à des défis sans précédent. Déjà, la première barrière est technologique. Les systèmes de support de vie devront être extrêmement fiables, capables de fonctionner parfaitement dans l'espace lointain, loin de toute aide immédiate de la Terre. La gestion des ressources, comme l'eau et l'oxygène, évidemment, ainsi que la protection contre les radiations spatiales mortelles, nécessitent des innovations qui doivent encore être pleinement testées dans les conditions extrêmes d'un long voyage interstellaire. Sur le plan physique, les effets de la pesanteur prolongée sont une préoccupation majeure. Les astronautes subiront forcément une décalcification osseuse, une atrophie musculaire et d'autres changements physiologiques qui pourraient compromettre leur santé sur Mars, où la gravité, je vous le rappelle, est seulement de 38% celle de la Terre. Ce qui veut dire en clair que si une personne se tenait sur Mars, sa masse serait exactement la même que sur Terre, parce qu'une personne est constituée de la même quantité de matière ici ou là-bas. Cependant, son poids ressenti correspondrait à 38% de celui qu'elle aurait sur la Terre, parce que la force de gravitation est inférieure sur Mars. En gros, si on pèse 80 kg sur Terre, on aurait l'impression d'en faire 30 environ. N'oublions pas l'exposition aux radiations spatiales, qui accroît le risque de diverses maladies, y compris le cancer, les troubles neurologiques, ce qui exige des stratégies d'atténuation de la souffrance, quelle qu'elle soit. Psychologiquement, par exemple, le voyage vers Mars est peut-être l'un des défis les plus ardus. L'isolement extrême, loin de la Terre, les contraintes de vivre dans un espace clos et confiné, avec toujours le même groupe de personnes, et l'absence de l'environnement naturel terrestre, sont vraiment des choses qui sont susceptibles de provoquer du stress, de l'anxiété
et d'autres troubles psychologiques. Gérer la dynamique sociale et les conflits inévitables dans un tel environnement clos nécessitera aussi une préparation psychologique rigoureuse et un suivi continu. Ce genre de choses, je pense, a été déjà étudié dans le cadre de la station spatiale par la NASA. Mais il y a d'autres défis, comme les défis sociaux qui sont également significatifs et à prendre en compte, parce que les interactions au sein de l'équipage devront être soigneusement gérées pour maintenir la cohésion et le moral de l'équipage. Les enjeux de leadership, de prise de décision collective et de partage des tâches sont alors amplifiés par cet environnement où chaque décision peut affecter la survie de tous. De plus, il ne faut pas oublier que la communication avec la Terre sera retardée. Pour Mars, c'est jusqu'à 20 minutes, ce qui rend toute consultation en temps réel avec les équipes sur Terre impossible dans des situations d'urgence. Alors imaginez, dans le Leonora Christina qui voyage à presque la vitesse de la lumière, la communication est impossible. Tous ces défis couvrent un large éventail de disciplines, exigeant une approche plus holistique que technique. Les futurs voyageurs devront bien sûr être des individus non seulement extrêmement compétents dans leur domaine respectif, mais aussi résilients et capables de s'adapter à des conditions changeantes et souvent périlleuses, parce que la réussite de cette grande aventure humaine dépendra non seulement des avancées technologiques, mais aussi et surtout de notre capacité à comprendre et à surmonter les immenses défis humains qu'implique un tel voyage. Pour toutes ces raisons, TOS Zero est un excellent récit qui partage certainement des thèmes avec Interstellar de Christopher Nolan et dans la littérature de fantasy avec Les Enfants de Hurin de Tolkien. Bien que Tolkien ne traite pas de science-fiction, on est d'accord, son œuvre partage quand même avec TOS Zero un sentiment de fatalité inéluctable et de lutte contre des forces qui dépassent tous les protagonistes. Interstellar, comme TOS Zero, utilise la théorie de la relativité comme un élément clé de l'intrigue, où les personnages principaux voyagent à travers des trous de verre et subissent une dilatation temporelle extrême qui affecte profondément leur vie et celle de leurs proches. Toutefois, Interstellar choisit d'explorer ces concepts à travers le prisme des relations familiales et de la survie de l'humanité, tandis que TOS Zero se concentre davantage sur l'isolement et les défis psychologiques des individus face à l'immensité du temps et de l'espace. Mais si on en revient sur Les Enfants de Hurin de Tolkien, ce que j'aime dans cette comparaison, c'est qu'il aborde la fatalité à travers une perspective mythologique et tragique, mettant en lumière les luttes intergénérationnelles et le poids des destinées maudites. Bien que très éloigné, encore une fois, du cadre technologique de TOS Zero, je suis d'accord, ce récit partage tout de même avec le roman d'Anderson un thème central, le combat contre des forces incontournables et l'impact émotionnel profond sur les individus pris dans ces tourments. TOS Zero enrichit donc le genre de la SF non seulement par son adhérence scrupuleuse aux principes scientifiques, mais aussi par sa capacité à rendre ces concepts accessibles et humainement pertinents. Le livre ne se contente pas de poser des questions sur ce que signifie voyager à des vitesses proches de la lumière. Il interroge également sur ce que signifie être humain dans un contexte où le temps et l'espace eux-mêmes deviennent nos ennemis. D'ailleurs, en le situant dans le panorama actuel de la science-fiction, TOS Zero se présente comme une pierre angulaire pour les récits qui cherchent à fusionner la rigueur scientifique avec des réflexions philosophiques profondes. Il dialogue avec des œuvres contemporaines qui continuent d'explorer les limites de l'espace, du temps et de l'humanité, confirmant que les questions qu'il soulève sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'au moment de sa publication, je vous le rappelle, en 1970. Ainsi, TOS Zero reste un témoignage de la capacité de la science-fiction à pousser les limites de notre imagination, tout en nous ancrant fermement dans une réalité bien humaine et fondamentale. La morale de l'histoire est vraiment simple et évidente. À travers le voyage interstellaire de l'équipage, qui se trouve piégé dans une accélération sans fin vers la vitesse de la lumière, Anderson montre que la capacité à maintenir l'espoir et à trouver de nouvelles perspectives est une chose qu'aucune technologie ne pourra jamais faire, et que même quand toutes les issues semblent bouchées, cela reste une qualité profondément humaine. Dans ce récit, on nous invite à considérer notre propre existence dans l'univers. Cela nous suggère que, peu importe l'échelle des défis auxquels nous sommes confrontés, il reste toujours un potentiel pour le renouveau et la découverte de soi, mais aussi des autres. Ainsi, TOS Zero n'est pas seulement une méditation sur la science et l'univers,
mais aussi une ode à l'endurance et à l'ingéniosité de l'espèce humaine. Avant de conclure, je tenais à vous remercier pour votre écoute attentive et votre passion partagée pour les récits qui défient l'imagination. Aujourd'hui, l'épisode 14 marque un tournant, comme vous avez pu le constater, puisque je suis passé en mondovision, et c'est grâce à vos messages que j'ai compris qu'une majorité d'entre vous préférait avoir un visage que le petit vaisseau spatial qui voyage dans l'espace, qui vous a accompagné jusqu'à présent dans ce podcast. Vous êtes déjà plus de 400 abonnés à me suivre, et c'est franchement un plaisir de voir que cette communauté grandit, car cela démontre vraiment à quel point la SF a encore beaucoup d'adeptes et de beaux jours devant elle. Encore merci à vous tous de me rejoindre sur ce podcast. Restez bien connectés pour nos prochains épisodes où nous découvrirons ensemble encore plus d'histoires captivantes. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos propres envies de lecture, de films, de séries pour que je les analyse pour vous sous un aspect plus humain, plus contemporain, parce que chaque histoire partagée renforce notre lien avec l'inconnu et l'extraordinaire. J'ai hâte de partager avec vous un nouveau voyage à travers les étoiles. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.